Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel. Je retrouve mon ami Antoine Robitaille pour parler politique. Bonjour Antoine, quelle semaine? Salut ma femme brillante. Oh, merci. Oui, quelle semaine! Quelle semaine incroyable! Je me souviens de mardi, quand je me suis dit à un moment donné, on doit bien être vendredi. Ah, exactement le sentiment. J'ai comme l'impression, et là j'ai encore l'impression d'être vendredi aujourd'hui, parce que ça fait tellement, cette semaine-là a tellement été éprouvante et exigeante. Intellectuellement exigeante pour ceux qui la suivent, par ailleurs. Là, je dois le dire. Là, essayer de suivre là, le déroulement de des faits requiert une attention qui, à la fin de la journée, est drainante. Oui, et mon épouse est un petit peu tannée que j'écoute tout, parce que j'écoute tous les... Je suis toujours en train avec mon téléphone d'écouter tous les débats un peu partout. J'imagine que c'est la même chose pour toi. C'est la même chose chez nous à la maison. Là. Je veux dire que les deux, on est collés à la télé. Là. Puis je pense que les enfants qui sont écœurés d'entendre parler si Justin Trudeau va partir ou va revenir. Oui, c'est ça. On est comme en suspension. C'est insupportable. Mais j'imagine pour eux, pour les gens du Parti libéral du Canada, c'est encore pire. Pour le Parlement aussi, et on sent un peu d'exaspération chez les chefs de gouvernement des provinces. Ben c'est ça, dont la nôtre. Legault, notre province. Oui, j'ai bien aimé son tweet d'hier qui est passé un peu inaperçu à cause de la crise à Ottawa, mais Monsieur Legault s'est montré dans ce tweet. Je dis encore tweet, hein, mais tu sais, il y a des gens qui disent encore piastre. Hein? Ben oui! Pour parler du dollar. Donc, moi, je continue avec tweet. Bon, sur X, là, bon. Donc, il se montre insatisfait et un peu impatient des annonces fédérales en matière de frontières qui avaient été faites la veille par un demi-ministre, donc Dominique Leblanc, qui avait salué ses fonctionnaires la veille quand il est devenu ministre des Finances. Mais finalement, il a fait l'annonce avec... Sécurité publique. Mais c'est parce qu'il n'est pas ministre de la Sécurité publique. Il a tout de même fait l'annonce qu'il avait prévu faire en sécurité publique. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'heure qu'on parle, à 9h38 le jeudi, on n'en a pas de ministre de la Sécurité publique officielle. Donc, on va en avoir un demain. Il paraît qu'il y a un remaniement demain. Mais là, ça fait à peu près 6 jours qu'on dit qu'il y a un remaniement demain. Alors, c'est l'état de désorganisation au fédéral qui est déconcertant, là. Et c'est ça qui exaspère, je pense, tu sais, M. Legault, par exemple, qui, lui, a formé un groupe de travail. Il y a 8 ministres sur ce groupe de travail-là. Je te dis, il a l'air plus organisé que le gouvernement du Dominion. Et là, il pose plein de questions. Il dit, il est où l'échéancier pour votre plan de frontières? Il n'y a pas d'échéancier dans ce plan-là. Ils ont parlé, ils ont présenté ça. Et donc, pas d'échéancier. Monsieur Miller aussi a parlé, pas d'échéancier. Il a donné un conseil, il a dit, écoutez, là, concentrez-vous sur le secteur de Swanton, là. Le problème des gens qui veulent aller aux États-Unis, donc, ce qui agace beaucoup le gouvernement américain, mais en tout cas, il n'est pas encore au gouvernement, là, il n'est même pas assermenté encore. L'administration Trump. Voilà, c'est ça, là, c'est le secteur de Swanton. Il y a plein d'Indiens de l'Inde qui veulent aller vivre aux États-Unis et qui demandent un visa de complaisance au Canada. Puis c'est ça alors là, le gouvernement du Québec dit Swanton, c'est important, c'est près de Venise en Québec. Tout le monde se demande, là, c'est au Vermont, Swanton, là, c'est l'autre bord de la frontière, c'est Venise en Québec. Donc, mais il a raison, François Legault. Ben oui. Parce que sur la question des visas, moi, c'est ce qui m'a frappé là, à l'annonce du gouvernement fédéral, c'est qu'on n'est pas parlé des visas, puis l'octroi des visas, puis resserrer les règles d'octroi de visas, particulièrement pour les Indiens, parce qu'on le sait que c'est la communauté qui est hyper représentée dans ces immigrants illégaux qui traversent. On le sait, ils viennent d'où? On le sait, c'est quoi le modus operandi? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils ne puissent pas mettre les pieds ici avant de resserrer les frontières? Puis les provinces se sont entendues pour faire pression sur le fédéral il y a quelques mois pour dire les Mexicains, il faut faire ça. Et ils l'ont fait. Finalement, le fédéral a obtempéré, puis ça a aidé, là. Il y a moins de problèmes avec les Mexicains. Donc, il faut le faire avec les Indiens. Puis la manière de le faire, ben, M. Legault, il propose, moi, je trouve ça intéressant. Tu sais, avant de donner un visa à des Indiens, là, on peut-tu être sûr qu'il y a un billet de retour, hein? Bon.
d'abord. Deuxièmement, y a-t-il des actifs dans son pays d'origine, la personne qui demande un visa? Troisièmement, il faudrait vérifier son dossier criminel. Donc, 3 conditions, et je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Puis, écoute, j'entendais hier une entrevue que Tom Homan, qui est le tsar de la frontière de M. Trump, là, qui donnait une entrevue à Tucker Carlson. Bon, écoute. Mais quand même, ce qu'il disait, Homan, qui va être un homme qui va avoir des responsabilités importantes pour la frontière, ben, il disait carrément que c'est un problème, les Indiens qui demandent un visa au Canada, puis qui, finalement, aboutissent aux États-Unis. Donc, mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on a comme tourné les tables un peu, parce que dans la période où on parlait du chemin Roxham, là, on disait que le monde venait à travers les États-Unis parce que c'était plus facile d'avoir un visa pour débarquer à l'aéroport de New York, prendre un taxi, un autobus, venir à Plattsburgh, prendre un taxi, arriver, traverser à pied. Là, c'est rendu le contraire. C'est rendu plus facile d'avoir un visa canadien, touriste, et venir traverser de l'autre bord vers les États-Unis. Oui. Moi, je ne comprends pas. Puis c'est pas comme si avec l'Inde, on avait des bonnes relations, là. C'est pas comme si on avait peur de les heurter, là. Alors, c'est ça, en plus. Je comprends pas pourquoi on n'en profite pas pour resserrer les règles d'octroi de visa en plus, là. Mais ça s'explique par la désorganisation, probablement, de l'État fédéral actuellement. Il paraît qu'il n'y a plus personne qui prend de décision parce qu'on est en attente du fameux remaniement et peut-être d'une démission du premier ministre. Et ça, c'est une faiblesse incroyable dont profite Donald Trump, le président élu, énormément, puis il ajoute constamment de l'huile sur le feu, il alimente le chaos au Canada avec ses tweets et qui vont vraiment dans les mythes fondateurs du Canada. Donc, Canada, c'est quand même le refus d'être américain, c'est 2 peuples qui ont refusé d'être américains, le peuple francophone et le peuple anglais d'Angleterre qui voulait rester fidèle et on s'est bricolé une petite Amérique du Nord britannique là, à 2 peuples et un peu contre les États-Unis. Il y a certains des principes qu'on a repris là, oui, le fédéralisme par exemple, mais il y en a d'autres qu'on veut pas. Et là, j'ai trouvé bien intéressant le tweet, je dis tweet encore, de Pierre Martin, notre chroniqueur États-Unis, qui s'est penché là-dessus, qui a répondu comme à Donald Trump en disant « OK, mais pourquoi 51e État? Il y a quand même déjà 10 provinces puis 2 territoires ici. Pourquoi pas 12 États supplémentaires aux États-Unis? » Hein? Et ces 12 États-là, ça prendrait 2 sénateurs par État. En tout cas, la Nouvelle-Écosse serait extraordinaire. Hein? Ce serait facile de devenir un sénateur. C'est un peu comme des micro-États aux États-Unis. Mais en plus, quand tu regardes les sondages, ça serait 12 États pas mal démocrates. Hein? Je sais. À part l'Alberta, la Saskatchewan, peut-être le Manitoba, ça se même pas. C'est pas mal tout, non? Manitoba, je pense pas que Wabkinew est pas très Republican. Au contraire, il est NPD. Donc, là, j'ai répondu à Pierre Martin, à son tweet, j'ai dit « Et combien de grands électeurs? » Là, il m'a répondu « Oh mon Dieu, juste faire le calcul, non, juste imaginer le calcul, j'ai mal à la tête. » Mais c'est vrai quand même que si tu veux vraiment annexer le Canada, ben il y aurait des effets politiques, puis il y aurait un poids politique de ces nouvelles entités-là. Et peut-être que ce poids politique-là ne ferait pas l'affaire de Donald Trump. Ça veut-tu dire que finalement, nos snowbirds, ils changeraient pas de pays en hiver? Ben oui, non, mais il y a toutes sortes d'effets. Et moi, je trouve intéressante aussi une remarque que m'a faite un autre prof de sciences politiques. Et je vais te le lire. Je vais te la lire, la remarque. Sans formellement annexer le Canada. Parce que ce prof de sciences politiques-là me disait, de toute façon, on est déjà des vassaux des Américains, pas mal. Parce que, tu sais, quand... Économiquement, militairement, sur bien des aspects, là, on l'est pas mal. Exactement. Mais il dit, sans formellement annexer le Canada, Trump peut accentuer la vassalisation du Canada. Comment? En imposant des concessions en matière commerciale, oui, ça on le sait, il le dit, mais de marché public,
Ça, c'est important, les marchés vrai. publics. Après ça, réglementation environnementale. Ça, c'est nos choix. C'est là qu'on prend conscience de l'importance de la souveraineté. Hein, on en parlait hier, toi et moi, mais la souveraineté canadienne, c'est des choix environnementaux différents. C'est C'est des choix 2035. sociaux différents. C'est des choix linguistiques pour le Québec différents. Et c'est ça que mon prof de sciences politiques soulignait. Il disait, il y a peut-être même pas besoin d'annexer le Canada formellement, que déjà, il peut accentuer ça par sa pression, tu sais. On a eu souvent des gouvernements aux États-Unis qui, comme respectaient l'existence du Canada. Ben oui, c'est un pays souverain. Mais là, on a, tu sais, au risque de faire une caricature trop grande, on a un Trump poutinien qui dit un peu à l'égard du Canada ce que Poutine a dit sans la violence militaire, là, mais à l'égard de l'Ukraine, c'est-à-dire, hey, ça m'appartient, ça. C'est à nous. Donc, pression sur nos choix, et c'est comme ça que une souveraineté peut devenir un peu factice. Et moi, j'aimerais bien entendre ce que pense Donald Trump sur l'imposition de l'interdiction de véhicules à essence dès 2035. C'est le genre de là où on serait... Ouais, mais là, son nouvel ami Elon lui a fait changer d'idée sur les autos électriques. Elon Musk, je l'ai entendu dans un discours, M. Trump dire « Ah, les autos électriques, ça m'énervait, mais là, Elon est avec moi, puis c'est quand même bien, ça fonctionne bien, donc... Hey, ça s'écrit sur pas grand-chose, une politique publique aux États-Unis, hein? Une coin d'une table, coin d'un mur, sur un McDo. Exactement. Et on en est les vassaux. Et on est les vassaux. Donc, de plus en plus, et on le sera peut-être encore plus dans les 4 prochaines années, parce qu'il a encore tweeté cette nuit, mais je suis tanné là, de non, mais c'est parce que souligner ses tweets et de les commenter. Antoine, moi, tu sais pourquoi on est fatigué aujourd'hui, Antoine, puis qu'on sait pas on est quel jour? Collectivement, comme peuple, on a tellement tendu une joue puis une autre. Chaque jour, on donnait une nouvelle joue à Donald Trump pour qu'il la gifle, là. Ça finit par donner le tournis. Exactement. Alors, mais on se reparle demain quand même. Ben oui, hein? c'est sûr qu'on se reparle demain. Pour une dernière en 2024. Pour une dernière en 2024, mais clairement pas une dernière pour la vie. Bye, Salut! Salut Yasmine.